Bonjour à toutes et à tous, comme l'ont indiqué Reina et Loïc, je vous parlais des attaques par les tiers. Bilan de l'année 2020, qui a été une année encore prolifique pour les attaquants. D'après l'ISACA, 32% des entreprises ont vu une augmentation des cyberattaques. Les cybercriminels ont bien compris ça depuis longtemps, que l'exploitation des tiers permettait d'atteindre une cible, et ce que ce soit en utilisant de manière indirecte ou indirecte soit des services, soit des logiciels fournis, et aussi par le biais de relations métiers directement connectées avec cette cible. Le cas de SolarWinds est un bon exemple, mais pas que, comme on peut le voir là, des entreprises comme General Electric, Marriott ou SpaceX. Il existe différents types de méthodes, je vais en développer deux, ou tout du moins. La première, assez opportuniste, où l'attaquant va essayer, par le biais de logiciels open source ou de librairies, d'infecter différents types de sources, différents types de victimes, comme le cas de NetBeans. La seconde, un peu plus spécifique, où l'attaquant va cibler un fournisseur ou un éditeur bien particulier pour atteindre une ou des cibles bien spécifiques, comme par exemple le cas de SolarWinds. Tout comme dans les logiciels propriétaires, les logiciels open source sont aussi dans la ligne d'attaque, dans la ligne de mire des attaquants. D'après le rapport de Sonatype, en 2020, il y a eu à peu près un peu plus de 1500 milliards de composants open source qui ont été utilisés. Et donc, du coup, il y a vraiment une attention toute particulière à porter sur l'intégrité de la chaîne de développement, et ainsi que les logiciels associés. Toujours d'après ce rapport, 51% des vulnérabilités dans les logiciels open source ne sont corrigées qu'entre une semaine et jamais. Donc je pense que les attaquants sont suffisamment contents d'entendre ça. Toujours d'après ce rapport, il y a eu une forte augmentation des attaques de la chaîne d'approvisionnement des logiciels. Et la plateforme GitHub n'a pas été épargnée par le malware Octopus Scanner. Tout commence avec NetBeans, qui est un environnement de développement gratuit open source pour développer des applications Java sur différentes plateformes. Donc l'alerte a été donnée aux équipes de GitHub en mars 2020, la révélation de l'attaque en mai 2020. Et si on regarde un petit peu en quelques mots comment se déploie le malware Octopus, on voit qu'une fois installé sur la machine, il fait une reconnaissance, et s'il détecte NetBeans, il va installer un premier logiciel malveillant qui à son tour va récupérer un RAT qu'on appelle aussi un cheval de Troie d'accès distant, qui va pouvoir s'exécuter sur le poste de la machine de l'utilisateur, et donc récupérer après toutes les données possibles dont les attaquants auraient besoin. En parallèle, on voit qu'il va empêcher aussi, par le biais du fichier XML qui est infecté, toute modification du code infecté par des nouvelles mises à jour ou des nouveaux projets. Donc là, on voit aussi que le mode de propagation est assez simple pour lui, parce que c'est directement les développeurs en utilisant ou en modifiant ou en clonant les projets qui sont censés être légitimes et infectés, qui vont continuer à la propagation du malware. Bien entendu, les cyberattaquants, par moment, aussi ciblent donc un fournisseur ou un éditeur spécifique pour atteindre là où les bonnes sources. Et ceci n'a pas échappé encore cette année, comme le cas donc de Golden Spy, qui était un malware qui était embarqué dans un logiciel fiscal, ou encore l'attaque qu'a subi l'autorité de certification du gouvernement donc vietnamien, ou encore l'outil de chat piégé qui est utilisé par plus d'une centaine d'agences gouvernementales en Mongolie, et bien entendu le cas SolarWinds. Revenons un peu sur SolarWinds. SolarWinds, qui c'est? C'est une société qui a à peu près 300 000 clients de par le monde, de tout type. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a 33 000 des clients utilisent la suite Orion. Donc l'attaque SolarGate, ou celle qu'on appelle Sunburst du nom du malware, a été publiée aux alentours de mi-décembre 2020 par FireEye. Si on regarde d'un peu plus près, on voit que ça a commencé bien avant, puisqu'on a déjà des premières traces aux alentours d'août 2019. Et peut-être même avant, s'il y a eu toute une phase de reconnaissance. Après, on a la modification du code vers octobre 2019
mais le code n'a été déployé que vers mars 2020. S'ensuit aussi l'acquisition de plusieurs certificats SSL associés à des domaines bien spécifiques. Après, il y a le déploiement du code infecté par SolarWinds. Et ensuite, on a cette zone grise où on supposerait qu'il y a eu des mouvements latéraux, qu'il y a eu de l'exfiltration, qu'il y a eu aussi peut-être de l'injection de code malveillant supplémentaire. Et de là, après, il y a eu effectivement l'alerte et la révélation de cette attaque par FireEye et des mesures qui ont été prises, comme effectivement les différents correctifs qui ont été publiés par SolarWinds. Et en dernier lieu, la saisie du domaine utilisé par le serveur de contrôle et commande de Sunburst par Microsoft. Quand on regarde un peu plus près les phases d'infection, on se rend compte déjà d'une chose, c'est que le code qui a été infecté a été signé par un certificat valide de SolarWinds. Donc on supposerait que les attaquants ont eu accès soit aux outils de développement de SolarWinds, soit à la chaîne de distribution de SolarWinds. Une fois dans le système, donc la charge s'active, déploiement de la porte dérobée. S'ensuit une phase de reconnaissance et aussi de vérification au niveau du système. Donc après, prise de contact avec le serveur de command and control par le biais d'URL bien spécifiques qui sont détaillés sur la présentation, dont on voit que la partie dynamique contiendrait des informations intéressantes pour les attaquants, comme l'adresse physique de la machine, le domaine associé à l'équipement ou des clés de registre bien spécifiques. Et une fois effectivement que les attaquants ont un pied dans le système, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, en bilan, SolarGate ou l'attaque de SolarWinds a forcément affecté des sociétés. On n'en sait pas trop, on n'en sait pas plus, et je pense qu'en 2021, on va en parler encore. Néanmoins, tout le monde s'accorde à dire que c'était une attaque de grande envergure qui a quand même touché bon nombre d'entreprises ou d'entités gouvernementales, qu'elle a duré dans le temps, et qu'il y a encore beaucoup de spéculations et beaucoup aussi d'analyses en cours. Les vraies questions, par contre, restent sans réponse, c'est-à-dire quels étaient les objectifs, quelles étaient les cibles, y a-t-il des données exfiltrées, la post-exploitation, quels seront les impacts géopolitiques, car forcément, avec ce qu'on lit en ce moment, il y a quand même des fortes présomptions, et un hackback possible. En conclusion, comme l'avait déjà mentionné Loïc l'an dernier, la chaîne d'approvisionnement numérique est un vrai risque, du moins les autorités ont compris que c'était un risque majeur. Au niveau européen, donc, ce qui avait été débuté en 2020 va continuer en 2021 avec un focus justement sur la chaîne d'approvisionnement. En parallèle, il est important de connaître les risques associés à ses partenaires et fournisseurs et bien entendu de définir et d'inclure la chaîne d'approvisionnement numérique dans le plan de réponse et de remédiation aux incidents. Je vous remercie et je passe la parole à Franck qui va vous parler des IoT.